Alors, voici le truc avec mon ex-femme, Bethany. Elle pensait vraiment que j'étais complètement inconscient de ce qui se passait juste sous mon nez. Peut-être qu'elle pensait que j'étais trop confiant ou trop stupide pour saisir les signes évidents, surtout en ce qui concernait sa relation grandissante avec ce gars de son bureau nommé Garrett. Elle était absolument convaincue que je resterais là comme un paillasson et la laisserais me manipuler pendant qu'elle continuait avec ce truc entre eux. Ce que Bethany ne savait pas, c'est que j'étais suspicieux depuis des mois. Les signes étaient impossibles à rater. Elle rentrait de plus en plus tard du travail, toujours avec des excuses sur des projets et des délais. Puis vint la transformation de sa garde-robe, achetant soudain des vêtements bien plus provocateurs que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Toute sa personnalité a changé aussi, devenant plus affirmée et conflictuelle. Alors que notre chambre à coucher est devenue une zone morte, toutes ces activités que nous faisions ensemble se sont tout simplement évaporées. Et chaque fois que j'essayais d'aborder tout cela, elle me le retournait, prétendant que j'étais insécure et contrôlant. Après avoir été bloqué assez de fois, j'ai décidé d'engager un détective privé. Dès le premier jour, j'avais été très clair, la tromperie était une rupture absolue. Tout au long de nos 10 ans de mariage, Bethany avait juré qu'elle ne me trahirait jamais. Alors, assis en face de ce détective privé, Sloan, dans son bureau exigu, écoutant ce qu'il avait découvert, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'effroi. Quand Sloan m'a dit que Bethany n'avait pas encore couché avec Garrett, j'ai ressenti un soulagement momentané. Mais ce sentiment n'a duré que 5 secondes avant qu'il ne lâche la vraie bombe. Bien qu'il n'ait pas encore franchi cette ligne physique, ma femme était complètement impliquée émotionnellement avec ce gars. Pour moi, c'était tout aussi grave. Une affaire émotionnelle était toujours une trahison. Les preuves étaient accablantes. Des photos de Bethany et Garrett déjeunant ensemble tous les jours, se tenant la main, assis près l'un de l'autre, s'embrassant sur le parking. Certaines photos les montraient même s'embrassant. Je suis resté là à regarder ces images, sentant la rage monter en moi. Ils ne déjeunaient pas seulement. Ils restaient tard au travail ensemble sans raison légitime, évitant essentiellement de rentrer chez leurs conjoints respectifs. Le détective avait accédé aux emails et aux SMS de Bethany. Je savais que c'était illégal et que ça ne tiendrait pas devant les tribunaux, mais dans notre état, un divorce sans faute ne nécessitait pas de preuves. Je voulais juste la vérité. Sloan ne m'a pas laissé voir les messages, mais les a résumés. Bethany n'avait jamais mal parlé de moi. Même quand Garrett a essayé de me rabaisser, elle a arrêté ça. Leurs messages montraient une connexion romantique se développant. Les conversations sont devenues très personnelles, voire explicites. Garrett lui avait même envoyé des photos de sa petite amie. Autant que Sloan puisse le dire, elle n'avait rien envoyé de tel en retour pour l'instant. Puis Sloan m'a frappé avec le pire. La femme de Garrett prévoyait de rendre visite à sa mère pendant 3 jours, et Garrett et Bethany voyaient cela comme leur occasion parfaite de enfin passer au physique. Le seul problème, c'était moi. Ils réfléchissaient à des stratégies. Une idée était que Bethany prétendrait qu'elle partait en week-end entre filles, mais elle craignait qu'une de ses amies ne révèle le mensonge. Ils ont même envisagé de me manipuler pour me faire quitter la ville. Je me suis souvenu que Bethany m'avait récemment suggéré d'organiser un voyage de golf avec mes amis, ce que j'avais refusé. Au final, ils ont opté pour l'honnêteté. Garrett avait convaincu Bethany qu'avec le temps, je deviendrais ce mari complaisant qui tolérerait leur liaison tant qu'elle resterait mariée à moi. Il l'avait manipulée pour lui faire croire que leur relation améliorerait en fait notre mariage, y compris notre vie sexuelle. Garrett l'a persuadée qu'il lui suffisait de me dire ce qu'elle voulait et que j'accepterais à contre-cœur. Le gars n'avait clairement aucune idée à qui il avait affaire. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que Bethany avait cru à cette manipulation. J'ai quitté le bureau de Sloan, engourdi, lui demandant de continuer à surveiller ses messages. Ce vendredi-là, Sloan a appelé avec une mise à jour. Bethany prévoyait d'avoir la conversation avec moi le lundi suivant après le travail. Elle avait l'intention d'annoncer qu'elle voulait aller à un rendez-vous avec Garrett ce vendredi soir à venir. Ils avaient tout planifié, dîner, danse, nuit à l'hôtel. Puis elle rentrerait à la maison comme si de rien n'était. Le samedi, Bethany et Garrett avaient répété tout son discours plusieurs fois. Ils anticipaient que je serais en colère au début, mais Bethany était prête à m'assurer que ce serait une chose unique, même si tous deux savaient que c'était un mensonge. Pour adoucir l'accord, elle prévoyait de présenter cette trahison comme une opportunité de croissance pour notre mariage. En récompense de ma compréhension, elle prévoyait même de m'offrir du sexe après,
supposant qu'après des mois de rien, je sauterais sur l'occasion. L'arrogance pure m'a rendu malade. Ils appelaient cette réunion une intervention, sur d'eux-mêmes, persuadés d'avoir pensé à tout. Mais j'avais 48 heures pour me préparer, et j'étais déterminé à ce que ça ne se passe pas comme ils l'avaient prévu. Ce week-end-là, j'ai parcouru d'innombrables scénarios, essayant de trouver un moyen de sauver notre mariage et me demandant si je voulais même essayer. Au cours des premières années, nous étions consumés par le bonheur. Nous partagions tout, nos passions, nos expériences, nos rêves. Elle n'était pas seulement ma femme. Elle était ma meilleure amie et mon amante la plus passionnée. Mais quelque part en chemin, tout cela a disparu. Peut-être est-ce ainsi que la vie fonctionne. Ou peut-être ma vision du mariage était-elle trop idéaliste. Nous avions tous les deux déjà traversé des mariages ratés, ce qui me faisait me demander si le problème était nous ou le mariage lui-même. Était-il même réaliste d'attendre des gens qu'ils maintiennent les mêmes émotions et la même passion au fil du temps dans un monde dominé par les courtes périodes d'attention et la gratification instantanée? Pendant un bref instant, j'ai envisagé de laisser Bethany être avec Garrett si c'était ce qu'elle voulait. Mais la réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'allais pas la laisser me marcher dessus. Peut-être que mes sentiments s'étaient estompés, mais je refusais de la laisser, elle et Garrett, me manipuler et m'humilier. J'ai décidé à ce moment-là que j'affronterais ça de front et que je prendrais le contrôle. Lundi après-midi, Bethany m'a appelé au travail. J'ai répondu avec prudence. Elle appelait rarement pendant les heures de travail maintenant. Elle a utilisé cette voix douce m'appelant chéri, ce qui m'a fait me demander si elle utilisait le même terme avec Garrett. Elle m'a dit qu'elle devait s'assurer que je serais à la maison alors ce soir-là car elle avait quelque chose de très important à discuter. Je lui ai dit que c'était un timing parfait car j'avais aussi une nouvelle importante. Il y a eu une pause et je pouvais presque sentir sa curiosité. Elle a demandé quel genre de nouvelles, mais j'ai détourné en disant que je lui dirais ce soir-là. Dès que j'ai raccroché, je suis allé directement au bureau de mon patron et j'ai demandé le reste de la journée de congé. Il n'a pas objecté. J'avais des préparatifs à faire. Quand Bethany est rentrée à la maison ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine en l'attendant. J'avais préparé une bouteille de Sauvignon blanc fraîche et sortie de verre. Gardant mon expression calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir et j'ai ressenti cette vague de nervosité mêlée de colère. Malgré tout ce qui bouillonnait en moi, j'ai gardé mon calme. Elle est entrée et a jeté ses clés et son sac à main sur la table avec désinvolture. J'ai ressenti un soulagement immédiat en voyant qu'elle était seule. Garrett n'était pas avec elle. Elle m'a regardé avec une légère surprise de mon calme apparent, et juste une seconde, je me suis demandé si elle avait des doutes. Mais ensuite, cette confiance suffisante est revenue, et j'ai su qu'elle était sur le point de livrer le discours qu'elle avait pratiqué avec Garrett. Je l'ai saluée chaleureusement, lui demandant si elle voulait du temps pour s'installer ou si nous devions passer directement au sujet. Ma franchise l'a prise au dépourvu. Elle s'est assise, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que je l'attende comme ça. J'ai demandé si je pouvais partager ma nouvelle en premier. Elle a hésité, mais a accepté. Je lui ai offert du vin, sans attendre sa réponse avant de verser 2 verres. Elle l'a immédiatement pris et a bu la moitié d'un trait. Dès qu'elle l'a posé, je l'ai rempli. Je lui ai dit que mon esprit était préoccupé par une seule chose et que je serais direct. J'ai marqué une pause délibérée. Elle s'est penchée, demandant ce qui n'allait pas. Calmement, j'ai prononcé les mots « je veux divorcer ». La déclaration est restée en suspens. Il a fallu environ 3 secondes pour qu'elle enregistre ce que j'avais dit. Son expression a rapidement changé, passant de la confusion au choc à la peur. La terreur a envahi son visage. Ses pensées étaient écrites sur son visage. L'affaire avec Garrett, les mensonges, tout s'effondrait. Finalement, elle a balbutié « Pourquoi ?» Les mots étaient comme des poignards. « Je ne t'aime plus. » Son visage s'est tordu de confusion. Elle a haleté, demandant ce que je disais. Je l'ai répété calmement, « J'ai cessé de t'aimer. » Au fond de moi, je savais exactement quand mon amour avait commencé à s'estomper. J'avais supprimé cette prise de conscience, mais maintenant il n'y avait plus moyen de l'éviter. Elle a demandé ce que je voulais dire, sa voix au bord des larmes. Je me suis penché et lui ai demandé si elle se souvenait des premiers jours de notre mariage, comment nous passions chaque minute ensemble. Que ce soit un voyage au supermarché, regarder un film ou flâner dans le centre commercial, nous étions inséparables.
Bethany a hoché la tête, murmurant que oui, elle se souvenait. J'ai continué à lui rappeler comment nous nous faisions du temps l'un pour l'autre. Nous déjeunions ensemble au moins 2 fois par semaine. Je passais mes journées à la désirer. Nous partagions des loisirs, même quand ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, comme ces cours de poterie auxquels elle avait insisté pour que je participe. Un léger sourire a traversé son visage alors qu'elle se souvenait. Je lui ai dit que ce n'était pas la poterie, c'était d'être avec elle. Il en était de même pour ces bâtiments de village de Noël que nous peignions ensemble, achetant environ 12 maisons non peintes et les transformant en une belle exposition. C'était un travail minutieux, mais ça ne ressemblait pas à du travail parce que nous le faisions ensemble. Bethany a de nouveau hoché la tête, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai insisté sur ces soirées à peindre chaque petit détail. Elle insistait toujours pour que ses créations soient meilleures que les miennes. Et ces nuits à colorier les affiches qu'elle avait rapportées de Myrtle Beach bien avant que les livres de coloriage pour adultes ne soient même une chose. Nous avions cette vaste collection de stylos colorés, passant des heures à donner vie à ces images. J'ai marqué une pause. Mais comme ces stylos, Bethany, notre amour a fini par se dessécher et s'éteindre. Ses épaules se sont affaissées. Elle a protesté faiblement qu'elle m'aimait toujours. Sa voix se brisait. Je l'ai ignorée et j'ai continué. Nos amis nous enviaient. Nous étions inséparables. Ces longues promenades main dans la main. Même pour quelque chose d'aussi banal que l'achat d'une nouvelle tondeuse à gazon. Ses larmes coulaient librement maintenant. Mais je n'avais pas fini. Je lui ai dit que je ne savais pas exactement quand cela s'était produit, mais quelque part en chemin, nous avions perdu cette connexion. Peut-être était-ce inévitable. Peut-être que nous avons laissé la vie s'interposer, ou peut-être que nous avons simplement cessé d'essayer. Mais quelle qu'en soit la raison, c'était parti maintenant, et je ne pouvais plus faire semblant. Ses sanglots sont devenus plus forts, mais je suis resté là, immobile. Ce n'était pas la conversation qu'elle avait répétée avec Garrett. Ce n'était pas l'intervention qu'elle avait imaginée. La réalité s'écroulait sur elle. Je me suis souvenu d'être dans la file d'attente du magasin de bricolage, comment elle venait toujours avec moi. Et quand c'était son tour d'acheter des vêtements, je la suivais, attendant devant les cabines d'essayage. Au fond de moi, je savais qu'elle détestait que je sois là. C'était évident dans la façon dont elle se plongeait dans son téléphone. Mais cela n'avait pas d'importance. Je la trouvais belle dans tout ce qu'elle portait. Je n'étais pas là pour les vêtements. J'étais là pour elle. Je me suis souvenu que nous parlions d'autres femmes du quartier qui passaient leur temps aux soirées bingo ou aux soirées entre filles. Mais Bethany n'avait jamais exprimé d'intérêt. Alors qu'elle essuyait une larme de sa joue, le souvenir lui est revenu. Elle a dit doucement que oui, elle se souvenait et qu'elle préférait passer du temps avec moi qu'avec n'importe qui d'autre. Nous nous mettions souvent sous les couvertures et regardions son film préféré. Nous devions l'avoir regardé des centaines de fois, ai-je remarqué en remplissant son verre à nouveau. Ses yeux se sont allumés avec détermination alors qu'elle déclarait qu'elle voulait toujours le regarder ensemble. La pensée du divorce la hantait, et elle a avoué qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Elle nous avait toujours imaginé vieillir ensemble, partir à de nouvelles aventures ou simplement profiter de la compagnie de l'autre. Mais maintenant, nous nous éloignons. Elle a réfléchi à notre situation, disant qu'elle ne pouvait même pas dire quand tout avait commencé. Je l'ai regardé dans les yeux, lui disant que notre routine quotidienne avait radicalement changé. Nous dînions ensemble 2 ou 3 fois par semaine, mais maintenant c'était une rareté. La raison de ces changements, lui ai-je dit, était-elle. Elle m'avait dit un jour qu'elle n'avait pas le temps de déjeuner avec moi. C'était un mensonge. Elle avait le temps. Elle le passait juste avec quelqu'un d'autre. Ses yeux ont vacillé de culpabilité. Peu à peu, nous avons complètement cessé de déjeuner ensemble. J'ai commencé à manger avec mes collègues à la place. Nos priorités avaient changé. Rentrer tôt à la maison a perdu de son importance. Nous avons commencé à travailler de plus en plus tard, et quand nous rentrions enfin, nous étions distants. Elle a demandé pourquoi nous n'en avions pas discuté avant, mais j'avais exprimé ses pensées d'innombrables fois. Ce que je voulais comprendre, c'était pourquoi passer du temps avec moi ne signifiait pas la même chose pour elle. Sa lèvre a tremblé. Peut-être que si j'avais compris cela, j'aurais pu changer mon comportement. Mais avec le temps, il est devenu clair que la distance croissante n'était pas entièrement de ma faute. Je ne voulais pas mentionner Garrett et qu'elle m'accuse d'être insécure. Au lieu de cela,
Je voulais lui rappeler tous les merveilleux moments que nous avions partagés et la laisser réfléchir à la façon dont il s'était effondré. Avec le temps, le lien que nous pensions autrefois incassable a commencé à s'affaiblir. Elle a commencé à aller à des soirées entre filles et j'ai commencé à assister à des rassemblements entre amis. Elle est allée au spa et j'ai trouvé du réconfort dans le golf. Nous passions des heures interminables ensemble et nous parlions de tout, mais tout cela était parti maintenant. J'ai hésité avant d'aborder la prochaine fracture. Notre intimité avait également beaucoup souffert. Nous étions souvent trop fatigués ou trop distraits. Au début, notre passion ne connaissait pas de limite. Nous étions inséparables, faisant l'amour 4 ou 5 fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Je venais derrière elle pendant qu'elle cuisinait, et nous abandonnions le dîner. Nos voyages au jacuzzi étaient réguliers, toujours remplis de rire et de passion, mais cela faisait plus d'1 an que nous n'avions pas profité de cela ensemble. La voix de Betty s'est brisée alors qu'elle m'interrompait, disant qu'elle pensait que je ne voulais plus faire l'amour. J'ai figé, stupéfait. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. J'avais l'impression qu'elle essayait de me rejeter la faute. Je l'ai rassurée, lui disant que non, je n'avais jamais cessé de désirer l'intimité. Mon désir était aussi fort qu'il y a 10 ans. J'ai marqué une pause. Mais la vérité était que je ne voulais plus d'intimité avec elle. Son visage s'est affaissé. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait cru que je me sentais rejeté. Pourtant, j'étais là à expliquer le manque de connexion physique en admettant mon propre désintérêt. Sa voix a tremblé, demandant si je ne voulais vraiment pas d'intimité avec elle. La réponse est venue sans trop réfléchir. J'avais perdu tout intérêt parce qu'elle ne semblait pas présente. Elle ne montrait aucune excitation ni désir. Il semblait qu'elle voulait juste finir rapidement pour pouvoir retourner à ses autres loisirs. Pendant ce temps, je désirais toujours ces week-ends passionnés que nous avions l'habitude d'avoir. Elle ne voulait même pas que je lui procure du plaisir. Nos moments intimes manquaient de tout frisson. J'ai avoué que j'avais souvent eu recours à la simulation juste pour accélérer le processus. Bethany a objecté. J'ai répondu calmement, lui rappelant comment elle avait insisté pour utiliser une protection bien qu'elle prenait déjà la pilule contraceptive, disant que c'était plus pratique, même si cela me rendait les choses désagréables. Bethany m'a regardé, le visage rougi d'embarras. J'ai continué fermement, lui disant que ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de moi. Son regard s'est attardé, ses larmes cessant momentanément. Pour soulager la tension, j'ai rempli son verre de plus de vin. Elle a pris la boisson et a pris une généreuse gorgée, ses mains tremblantes. Après un bref silence, j'ai repris la parole. Je lui ai dit que je savais que la recherche d'une nouvelle relation serait inévitable. Son calme s'est brisé de rage. Elle a rétorqué sèchement, me demandant si je la trompais, si j'étais tombé amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai soutenu son regard et lui ai rappelé ma position sur l'infidélité. Lorsque nous avions échangé nos vœux, je lui avais fait une promesse solennelle, et je l'avais tenue. Je comprenais la douleur causée par la trahison de son premier mari, tout comme j'avais vécu l'aventure de ma première femme avec un collègue. Je ne la trahirais jamais comme ça. Comment pouvait-elle même penser une telle chose? Le visage de Betty s'est adouci, et elle s'est rapidement excusée, disant qu'elle savait que je ne me comporterais jamais de cette façon. Elle a évité le contact visuel, mais ses mains tremblantes ont trahi son inquiétude. D'une voix calme, j'ai continué, suggérant de nous abstenir d'intimité jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Sa tête s'est relevée brusquement, me demandant ce que j'entendais par divorce. J'ai gardé mon ton stable. J'avais déjà rencontré un avocat et rempli les papiers. Elle recevrait les papiers vendredi. Son visage s'est rempli de confusion et de désespoir. J'ai souri faiblement en me répétant. Elle recevrait les papiers de divorce vendredi. C'était pour le mieux. De cette façon, nous pourrions tous les deux retrouver notre liberté. Elle a secoué la tête avec véhémence, s'écriant que ces 10 années n'avaient pas été un gâchis, qu'elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas divorcer. Je l'ai supplié doucement, lui disant qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle voulait cela. Cela faisait longtemps qu'elle ne voulait plus être à mes côtés. Notre mariage était une décision qu'elle avait fini par regretter. Je n'étais pas la personne avec qui elle voulait vraiment être. Mais elle a refusé d'être d'accord, disant fermement que non, elle ne voulait pas divorcer. Je ne pouvais pas en initier un basé uniquement sur mes désirs. Elle voulait rester mariée indéfiniment. Son amour pour moi était toujours fort, a-t-elle affirmé.
J'ai soupiré profondément et lui ai dit que j'étais désolé, mais que mon amour s'était estompé. Ses larmes coulaient librement, ses mains serrant la table. Heureusement, ai-je continué, nous vivions dans un état de divorce sans faute. Nous pourrions partager nos biens également. Il y avait une petite chance que l'un de nous puisse obtenir plus de la moitié, mais seulement si nous pouvions prouver l'infidélité, mais aucun de nous ne trichait, et il était peu probable que l'un d'eux descende à ce niveau avant vendredi, n'est-ce pas? Nous pouvions donc nous séparer proprement. Son expression est devenue plus désespérée alors qu'elle disait que j'étais trop pressé, me suppliant d'arrêter. Je l'ai rassuré calmement de ne pas s'inquiéter, que j'avais déjà fait mes valises et que je resterais à l'hôtel jusqu'à ce que je trouve un logement permanent. Elle pourrait rester dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Mais son désespoir n'a fait que grandir alors qu'elle criait, me demandant d'attendre. J'ai secoué la tête, restant ferme. Nous devions tout régler d'ici vendredi, n'est-ce pas? Sa réaction fut instantanée. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Sa bouche resta ouverte et elle tenta de parler, mais seul un léger sifflement s'échappa. Pendant un bref instant, le doute s'insinua. Avais-je confondu la date? Je saisis rapidement un dossier que j'avais caché sous une pile de magazines. Je l'ouvris et en sortis le rapport de synthèse du détective privé. Sans un mot, je le tendis à Bethany et attirai son attention sur une section spécifique, pointant du doigt le texte qui stipulait clairement qu'elle et Garrett avaient une réservation au Gaylord Texan Hotel pour vendredi soir. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je la coupai, lui rappelant les photos d'elle et Garrett s'embrassant pendant le déjeuner. Ses yeux rencontrèrent les miens, et les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle murmurait qu'elle était tellement désolée. Je souris faiblement et continuai, lui disant que je me souvenais clairement du moment où mon amour avait commencé à s'estomper. C'était le jour où j'ai découvert ses plans de me trahir, le jour où elle a décidé de me faire passer pour un imbécile, tout comme mon ex-femme l'avait fait. Son visage se tordit d'angoisse alors qu'elle balbutiait, me demandant de lui pardonner, disant que Garrett ne signifiait rien. C'était juste une chose passagère, une tentative de raviver notre relation. Elle ne prévoyait de passer qu'une nuit avec lui. Passons le reste du week-end ensemble, suggéra-t-elle. Elle hésita, puis ajouta que Garrett l'avait suggéré, qu'il croyait que cela revitaliserait notre connexion. Cela la peinait de penser qu'au lieu de passion, j'étais consumé par la rage. Ne voyais-je pas? Il s'agissait de nous raviver. Sa voix faiblit. Garrett avait dit que je pourrais considérer cela si cela pouvait lui apporter du bonheur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je la regardais incrédule. Cela me mettait en colère qu'au lieu de trouver le bonheur avec moi, elle cherchait la satisfaction ailleurs, essayant de justifier cela comme raviver notre relation. Cette logique avait-elle un sens? Elle hocha la tête nerveusement, disant oui. Elle croyait que cela pouvait fonctionner, qu'elle voulait seulement nous réparer. Je secouai la tête. Soyons clairs, dis-je. Cela n'arrivera jamais. Ses épaules s'affaissèrent. Elle admit qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait pensé, que c'était peut-être l'ennui, que Garrett avait ravivé quelque chose. Mais je la défiai. Comment pouvait-elle s'ennuyer alors que nous étions profondément amoureux? Elle ne pouvait pas l'expliquer. Je me penchai, lui demandant si elle n'avait jamais pensé qu'elle s'ennuyait parce qu'elle avait cessé de passer du temps avec moi. Elle avait cessé de déjeuner avec moi, cessé de participer à des événements. Elle s'était volontairement distancée, et au lieu de réparer les choses avec nous, elle l'avait choisi lui. Bethany secoua la tête incrédule, murmurant qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'elle créerait intentionnellement un tel scénario. Elle pensait que j'arrêterais de venir à son bureau pour déjeuner. C'était mon choix, affirma-t-elle. Je haussai un sourcil et demandai si c'était vraiment le cas. Laisse-moi te rappeler, dis-je, du mercredi où tu as annulé nos plans de déjeuner. Je suis venu te chercher, mais tu n'as même pas pris la peine de me le dire en personne. Au lieu de cela, tu m'as envoyé un SMS me disant d'y aller sans toi. Cet incident m'a tellement bouleversé que j'ai cessé d'essayer. Et pourtant, tu n'as jamais reconnu le fait que nos déjeuners et plus tard nos dîners ont complètement cessé. Tu n'as même pas remarqué. Son regard tomba sur ses mains. La culpabilité et la tristesse gravaient sur son visage. Elle admit doucement que j'avais raison. Qu'elle avait été tellement préoccupée par son propre monde avec Garrett qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle me perdait. Je lui dis froidement que maintenant elle pouvait l'avoir entièrement. Elle leva la tête brusquement et me fixa d'un regard déterminé, disant fermement que non. Elle ne le voulait pas. Elle me voulait, elle nous voulait,
Elle voulait revenir à ce que nous étions avant. Elle regrettait profondément ses erreurs et ne voulait pas me perdre. Il n'était pas trop tard, insista TL. Je secouai lentement la tête, lui disant qu'il était trop tard. Elle aurait dû s'en rendre compte avant. Elle plaida qu'elle ne m'avait jamais trahi, qu'il n'avait franchi aucune limite. Elle jura et promit de ne plus jamais le revoir. Elle était même prête à quitter son travail et à chercher du travail ailleurs. S'il te plaît, supplia TL. Elle ne pouvait pas accepter de me perdre. J'ai soupiré, secouant la tête, lui disant que je me sentais toujours trahi de toutes les manières, sauf une. Mais c'était la plus importante. Elle n'était pas entrée dans une relation physique avec Gareth. Mais son affaire émotionnelle avait détruit ce que nous avions. Elle a confessé qu'elle avait pris une décision stupide, qu'elle était éprise de Gareth, mais qu'elle ne l'aimait pas. Son amour avait toujours été pour moi. Ces mots sont restés en suspens dans l'air. Mais je suis resté silencieux. Mon cœur s'est endurci sous le poids de ses actions. Quel que fût l'amour que j'avais eu pour elle, il était enterré sous la douleur et la trahison. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête. Qu'au final elle avait prévu de le quitter et de revenir vers moi. Mais maintenant elle voyait clairement. Maintenant elle admettait sa stupidité. Gareth ne signifiait rien pour elle. S'il te plaît, supplia-t-elle, ne me quitte pas. J'ai répondu que ce n'était pas si simple. Mon ton lourd de déception. J'avais aussi fait des erreurs. Mais j'avais essayé de m'éloigner avant que ça n'aille trop loin. Elle avait franchi la ligne. Elle pensait qu'une simple rencontre physique renforcerait en quelque sorte notre lien. Comment pouvait-elle justifier cela? Bethany serra les mains. Des larmes coulant sur son visage, disant que ce n'était pas comme ça, qu'ils étaient juste amis. J'ai objecté fermement, lui disant qu'elle aurait dû placer notre amour au-dessus de tout le reste. J'avais beaucoup d'amis. Mais je m'étais toujours abstenu de toute intimité physique avec elle. Je ne perdais jamais de temps avec elle, je ne les priorisais jamais par rapport à elle, et je ne l'ai jamais échangé contre personne. Je n'ai même jamais envisagé de coucher avec quelqu'un d'autre. Encore moins de la forcer à l'accepter. Elle a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable, disant qu'elle regrettait de m'avoir ignoré. Regrettait de m'avoir tenu pour acquis. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Ne pouvions-nous pas simplement voir cela comme une terrible erreur et trouver la force de lui pardonner? Ces mots m'ont piqué. Mais je ne pouvais pas la laisser échapper à ses responsabilités. Et je lui ai dit que cette situation n'était pas un jeu où elle pouvait simplement prendre une carte, sortir de prison sans passer par la case départ. Ses actions n'étaient pas juste une erreur. Elle avait abandonné notre amour et donné son cœur à quelqu'un d'autre. J'ai pris une profonde inspiration. Stabilisant ma voix, lui disant que je voulais qu'elle sache que mon cœur lui avait toujours appartenu. Et pourtant, elle ne m'avait pas accordé la même dignité. Elle ne m'avait pas donné la chance de me battre pour notre amour parce qu'elle était allée trop loin. Son visage s'est froissé alors que mes mots s'enfonçaient. J'ai continué à lui demander si j'étais vraiment si insignifiant pour elle. Elle avait été mon tout. J'aurais combattu pour elle contre n'importe qui. J'aurais donné ma vie pour elle. Mais maintenant je ne prendrais même pas la peine de la reconnaître si elle était en difficulté. Son cri a percé l'air alors qu'elle s'agrippait désespérément à mes bras. Essayant de me tirer plus près, me suppliant de ne pas penser comme ça, disant qu'elle était vraiment désolée et implorant le pardon. Ces mots ont résonné dans la pièce. Et j'ai finalement répondu que je croyais qu'elle était désolée. Cela me montrait qu'elle n'était pas complètement sans cœur. Mais cela ne changeait rien au résultat. Elle m'a supplié de ne pas y mettre fin. De ne pas partir. Je lui ai dit calmement mais fermement que c'était sa décision. Je crois qu'elle le regrettait sincèrement, mais mon amour pour elle s'était estompé. Notre relation était terminée. Mais elle ne devrait pas être bouleversée. Elle avait toujours Gareth pour la réconforter. Entre ses sanglots, Bethany a lâché une bombe, avouant que Gareth était marié et ne voulait qu'une relation physique. Pas quelque chose de sérieux. Un sourire sombre s'est répandu sur mon visage alors que je répondais que peut-être sa perspective changerait maintenant. J'étais sûr que quand il rentrerait chez lui ce jour-là, sa femme aurait quelque chose à discuter avec lui. C'était intéressant. N'est-ce pas? Elle et moi avions engagé le même avocat de divorce. Les yeux de Betty s'écarquillèrent sous le choc, sa mâchoire tombant.
Elle tenta de former des mots, mais rien ne sortit. Silencieusement, je lui poussai un dossier sur la table, lui disant qu'à l'intérieur, elle trouverait le rapport complet du détective privé, avec des photos d'elle et de Garrett. Soyez assurés. Sa femme avait un duplicata de ce même dossier. Elle trouverait également toute la documentation nécessaire de mon avocat concernant les procédures de divorce et la proposition de division des biens. Il serait sage pour elle de tout lire attentivement. Ses mains tremblèrent alors qu'elle atteignait le dossier. Et je me levai, signalant que la conversation était terminée. Je lui dis froidement que si elle voulait m'accompagner à la banque demain pour partager nos comptes, elle devrait me le faire savoir. Sinon, je m'en occuperai seul. Sur ce, je sortis de la pièce. Ignorant ces cris d'angoisse qui résonnaient derrière moi. Bethany a eu du mal à gérer les retombées de notre divorce, et bien que je voulais éviter une longue bataille juridique, je suis resté ferme dans ma décision. Lorsque le juge a recommandé une thérapie de couple avant de finaliser le divorce, j'ai accepté à contre-cœur. À ma surprise, les séances ont été plus productives que prévu. Bethany et moi avons renoué avec nos émotions et avons commencé à communiquer ouvertement sur tous les aspects de nos vies. Grâce à la thérapie, j'ai pu exprimer la douleur et l'humiliation que je ressentais à cause de ces actions. Le conseiller a loué nos progrès, et pendant un moment, il m'a semblé que nous pourrions nous réconcilier. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas lui pardonner. Pas entièrement. Je nourrissais même un désir persistant de vengeance. À un moment donné, j'ai suggéré qu'elle quitte son travail, sous-entendant que cela pourrait me faire reconsidérer le divorce. Elle a refusé, et en vérité, ma suggestion était fallacieuse. Je ne voulais pas de réconciliation. Je voulais qu'elle perde la carrière qu'elle appréciait tant. Quand elle a refusé, cela a solidifié ma décision de continuer. À cause de son affaire émotionnelle. Bethany a reçu une part plus petite de nos biens matrimoniaux que ce qu'elle attendait. À sa surprise, Garrett a également divorcé de sa femme, mais n'a montré aucun intérêt à poursuivre une relation sérieuse avec elle. Au lieu de cela, il a rapidement commencé à sortir avec une femme plus jeune. Cela fait plus de 2 ans depuis notre divorce, et je ne pourrais pas être plus heureux. J'ai tourné la page, profitant de la vie et embrassant de nouvelles expériences. Bethany, en revanche, cherche toujours quelqu'un avec qui fonder une famille. Malheureusement pour elle, personne ne la voit comme une épouse potentielle. Elle n'est devenue rien de plus qu'une aventure temporaire pour les hommes qu'elle rencontre. Je dois admettre que cette dernière année a été brutale. Non seulement pour ma femme Natacha, mais pour toute notre famille. J'ai consacré 16 ans de ma carrière à Précision Fastener Solutions, où nous nous spécialisions dans la quincaillerie industrielle sur mesure. Contrairement aux consommateurs ordinaires qui peuvent simplement aller chez Home Depot, les entreprises qui fabriquent des produits ne peuvent pas simplement acheter des vis en rayon. Tout doit être personnalisé selon leurs spécifications exactes. J'avais commencé dans le département des ventes et j'avais progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des ventes. C'était un poste fantastique qui m'apportait à la fois satisfaction professionnelle et revenus substantiels. Je réalisais systématiquement mes 4 quotas trimestriels. Avec de telles performances, je m'attendais pleinement à recevoir un bonus de fin d'année dépassant $100 000. Cependant, la délocalisation constante des installations de fabrication à l'étranger a commencé à grignoter notre part de marché. Malgré ces obstacles, grâce à mes efforts pour constituer une équipe de vente dédiée, nous avons constamment dépassé les chiffres de l'année précédente. Il y a environ 1 an, une réunion inattendue a été convoquée, rassemblant tous les acteurs clés de l'entreprise. Lors de cette réunion, nous avons été pris de court par la nouvelle que le propriétaire de l'entreprise prenait sa retraite et que des négociations secrètes étaient en cours avec un conglomérat californien pour acquérir Précision Fastener Solutions. L'annonce nous a tous stupéfiés. Mais on nous a assuré que rien d'important ne changerait après la vente et que nos postes étaient sécurisés. Malheureusement, cette promesse s'est avérée être de la pure foutaise. Moins de 2 mois plus tard, les employés ont commencé à être licenciés. Réalisant que le sort de l'entreprise était scellé, j'ai immédiatement commencé à chercher un autre emploi. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai été brusquement licencié avant de pouvoir trouver un autre emploi. Le licenciement a été rapide et ils ont feint la sympathie. M'ont tapoté dans le dos et m'ont offert une indemnité de départ de $10 000.
Sans plus de discussion, ils m'ont escorté hors du bâtiment. Au début, Natacha et moi n'étions pas trop inquiets. Mais à mesure que le temps passait, j'ai commencé à comprendre à quel point le paysage économique avait changé pendant mes années d'emploi stable. Il est devenu de plus en plus clair que non seulement la plupart des installations de fabrication nationale s'étaient déplacées à l'étranger, mais même les entreprises qui avaient survécu s'approvisionnaient désormais en composants à l'échelle internationale. Ma préoccupation immédiate était de trouver un autre emploi. C'est au cours de cette période tumultueuse que notre fils de 17 ans, Bryce, est devenu un élément central de notre histoire. Alors qu'il se préparait à obtenir son diplôme d'études secondaires, nous avons été confrontés à des émotions conflictuelles en apprenant sa décision de s'engager dans l'armée. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, l'instabilité persistante au Moyen-Orient a renforcé nos craintes pour sa sécurité. Cependant, au milieu de ces craintes, il y avait aussi un sentiment doux amer de soulagement. Nous n'aurions pas à supporter le fardeau financier des frais universitaires. La dure réalité du chômage avait anéanti tous les espoirs que j'avais de retrouver un emploi avec un salaire à 6 chiffres. Contraint de revoir mes attentes à la baisse, je me suis fixé des objectifs plus modestes. Natacha et moi avons travaillé ensemble pour trouver une solution à nos difficultés financières temporaires. Étonnamment, Natacha a réussi à trouver un emploi avant moi. Elle a été embauchée comme assistante administrative débutante dans une entreprise de développement de logiciels. Bien que son salaire ne soit pas substantiel, il dépassait mes allocations de chômage et a contribué à alléger nos contraintes financières. Environ un mois après que Natacha ait commencé son travail, j'ai réussi à obtenir un poste de vendeur chez Riverside Automotive, une entreprise spécialisée dans les pièces automobiles. Au début, mon revenu était négligeable pendant la formation, mais après l'avoir terminé, j'ai officiellement rejoint l'entreprise. Mon nouveau travail offrait une combinaison de salaire de base et de commission. Cependant, il était clair que ce poste ne serait pas très lucratif. Le vendeur le mieux payé de l'entreprise, qui y travaillait depuis 12 ans, ne gagnait que 60 000 $ par an. Cette forte disparité de revenus a considérablement tendu notre situation financière, déjà mise à rude épreuve par notre mode de vie antérieur. Nous vivions confortablement dans une maison spacieuse avec un prêt immobilier gérable et possédions 2 Cadillacs, dont l'une que nous étions encore en train de rembourser. Heureusement, ma CTS de 5 ans était entièrement payée. Natacha et moi avions acheté une autre Cadillac quelques mois seulement avant que je ne perde mon emploi. En plus de cela, la plupart de nos cartes de crédit étaient au maximum. Nos soirées habituelles en ville ont été parmi les premiers sacrifices que nous avons faits. Nous aimions dîner avec des amis, danser, assister à des spectacles, des pièces de théâtre et des concerts. Ces sorties étaient l'occasion pour nous de nous lâcher et de nous amuser ensemble. Nous nous adonnions à de telles activités 2 ou 3 fois par mois, parfois plus. Cependant, avec nos difficultés financières, ces moments sont devenus rares. Et Natacha semblait ressentir cette perte plus vivement que moi. Issue d'un milieu plus privilégié, Natacha était habituée à un mode de vie que je n'avais commencé à expérimenter que ces dernières années. Sa famille était éduquée et financièrement stable, contrairement à la mienne. J'avais grandi dans des circonstances plus modestes, et le confort que nous avions partagé pendant nos années de prospérité était relativement nouveau pour moi. Quand j'étais étudiant, le divertissement était un luxe que je pouvais à peine me permettre. Mais Natacha, même à l'époque, avait joui d'une vie remplie de réunions sociales et d'excitation. Cependant, dans les mois qui ont suivi nos difficultés financières, son enthousiasme autrefois inébranlable a commencé à vaciller. Les semaines innombrables passées à la maison sans socialiser ont commencé à la fatiguer, et le mécontentement de Natacha est devenu de plus en plus évident. Pour elle, les factures pouvaient toujours être reportées. Mais l'absence d'une vie sociale vibrante ne le pouvait pas. Il y a environ 3 mois, Natacha a commencé à exprimer ses frustrations, exigeant des mesures. Rester à la maison soir après soir sans rien faire la rendait folle. Elle aspirait à sortir et à retrouver la joie et l'excitation qu'elle avait autrefois connue. Un soir, alors que j'étais assis à la table de la cuisine, examinant méticuleusement nos factures, Natacha se tenait à proximité, visiblement agitée. Lentement mais sûrement, nous sortions de notre désordre financier. En la regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque sarcastique.
lui demandant quelle facture elle pensait que nous devrions laisser impayée. Son regard est resté fixé sur moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait exploser, mais au lieu de cela, elle semblait perdue dans ses pensées. Instantanément, j'ai regretté mes paroles. Une vague de culpabilité m'a envahi. Je me suis excusé rapidement, promettant que ce ne serait pas toujours comme ça. Je continuerai à chercher un meilleur emploi, mais pour l'instant, nous devions essayer de nous détendre un peu. Elle a grogné en retour, demandant comment elle était censée se détendre. Cela faisait presque 1 an que ça durait. Elle se sentait piégée comme un animal en cage et avait besoin de se libérer. Je l'ai assuré que je comprenais. J'ai souligné tout le chemin que nous avions parcouru. Il y a 5 mois. Nous étions en retard sur les paiements de la maison et de la deuxième voiture. Nous étions sur le point, j'ai fait un geste avec mon pouce et mon index presque se touchant, de perdre sa voiture. Heureusement, nous avions réussi à nous maintenir à flot. Et avec les commissions que j'attendais ce mois-ci, nous serions enfin à jour, à l'exception d'un autre paiement de voiture. Si nous pouvions réduire les dépenses alimentaires, nous serions dans une meilleure position dans seulement 2 mois. Les lèvres de Natacha se sont serrées, indiquant clairement son mécontentement. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai suggéré que nous visitions le zoo de Lincoln Park ce week-end-là. C'était gratuit et nous n'y étions pas allés depuis que Bryce était enfant. Elle a répondu avec un sourire sarcastique qu'elle n'était pas intéressée à communier avec la nature. Elle voulait s'immerger dans la ville. Voulait de la bonne nourriture, des boissons, danser jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Et je l'ai suppliée d'être patiente encore un peu. Et dès que nous aurions réglé toutes nos obligations financières, j'ai promis que nous célébrerions. Sans un mot de plus. Natacha s'est retournée et est montée, me laissant seule. J'ai soupiré lourdement, déchiré entre la culpabilité et la frustration. Bien que je ressente des remords, je ne pouvais pas ignorer la réalité de notre situation. Vivre à Chicago. Même un simple dîner pour 2 pouvait facilement coûter quelques centaines. Ayant grandi dans une famille qui priorisait le paiement des factures avant tout, je ne pouvais pas trouver d'excuses raisonnables pour me livrer à de tels luxes étant donné nos circonstances. Nous essayions constamment de rattraper notre retard, ne parvenant qu'à peine à payer le minimum sur nos cartes de crédit. Après 10 minutes supplémentaires à examiner nos finances, j'ai réalisé que Natacha n'était pas redescendue. Inquiet, j'ai décidé d'aller voir comment elle allait. Quand je suis entré dans la chambre, je l'ai trouvée assise sur le bord du lit, les larmes coulant sur son visage. Mon cœur s'est serré. Sans hésiter, je me suis assis à côté d'elle. Les serrer dans mes bras et les attirer contre moi. J'ai murmuré doucement que j'étais désolé, que je faisais de mon mieux. Elle a reniflé doucement et a admis qu'elle savait qu'elle comprenait, mais que cette année avait été incroyablement difficile. Et avec Bryce parti, cela semblait encore plus difficile. Avant, nous pouvions nous échapper pour le week-end. Mais maintenant, nous étions coincés ici. Piégés. Ces mots m'ont profondément blessé. Sa comparaison de notre maison à une prison m'a semblé cruelle et injustifiée. Notre maison était loin d'être une prison. En fait, je n'avais même jamais voulu l'acheter. Je pensais qu'elle était trop grande et trop chère. Mais Natacha en était tombée amoureuse dès qu'elle l'avait vue et avait insisté pour qu'elle soit la sienne. Maintenant, j'étais là à me battre pour la garder tandis qu'elle la qualifiait péjorativement de prison. Au cours des 2 mois suivants, ma relation avec Natacha a continué de se détériorer. Nos conversations sont devenues plus courtes et de plus en plus superficielles. Et finalement dénuées de sens. Nous passions de moins en moins de temps ensemble. Même la fréquence de nos relations intimes a diminué. Notre intimité s'était estompée. Et ce qui était autrefois des cris de passion s'était transformé en sanglots de tristesse. L'étincelle qui remplissait autrefois notre chambre à coucher avait disparu. Natacha a clairement indiqué qu'elle était mécontente que je ne la sorte pas. Mais les circonstances m'en avaient empêché. Nous aspirions tous les deux à une sorte de libération. Et bien que je comprenne ses sentiments, je pensais toujours que nos factures devaient être prioritaires. Finalement, la tension a atteint son paroxysme un vendredi soir après le travail. Quand je suis rentré à la maison, j'étais de très bonne humeur. Je venais de signer un contrat lucratif et l'excitation de pouvoir enfin profiter de moments précieux avec Natacha m'a submergé.
Malheureusement, je n'avais pas encore eu l'occasion de lui annoncer cette nouvelle. Dès que je suis entré dans la maison, je l'ai vu descendre les escaliers, vêtu d'une tenue plus appropriée pour une grande célébration. Étonné, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle était magnifique. Me demandant quelle était l'occasion, elle a répondu qu'elle rencontrait ses collègues de travail et de ne pas m'en inquiéter. Il y avait un soupçon de sarcasme dans son ton alors qu'elle ajoutait qu'il payait tout. Quelque chose ne me semblait pas normal. Une vague d'anxiété m'a envahi. Pour autant que je sache, Natacha ne m'avait jamais trompé. Mais il n'y avait aucune raison pour qu'elle porte la robe la plus révélatrice de sa garde-robe juste pour passer du temps avec ses amis. Après tout, ma femme était fière et indépendante. L'idée qu'elle accepte la générosité de ses amis pour toute la soirée me semblait étrange. Au cours de nos années ensemble, je savais que Natacha ne permettrait à quelqu'un de couvrir ses dépenses de cette manière que si c'était un rendez-vous. J'ai demandé qui étaient ses filles, voulant connaître leur nom. Elles ne semblaient pas dérangées, répondant avec désinvolture qu'elles étaient juste des filles du bureau. Des gens que je ne connaîtrais pas. J'ai insisté, disant qu'elles n'avaient toujours pas répondu à ma question. Je n'étais peut-être pas le plus futé, mais je pouvais dire quand quelque chose n'allait pas. Elle ne s'habillait pas habituellement comme ça pour sortir avec ses amis. Alors? Qui rencontrait-elle vraiment? Était-ce un homme? Elle a écarté mes préoccupations, me disant de ne pas être ridicule. Si je ne la croyais pas, c'était mon problème. J'étais juste trop prudent parce que je me sentais coupable. Avant que je puisse répondre, un coup de klaxon a attiré mon attention. En regardant dehors, j'ai remarqué un taxi garé devant notre maison. J'ai demandé si elle prenait un taxi. Elle a répondu avec désinvolture que oui, elle prévoyait de passer un bon moment ce soir-là. Et que nous ne pouvions certainement pas nous permettre une accusation de conduite en état d'ivresse. Mon irritation a éclaté alors que je demandais sarcastiquement si ses amis contribuaient également aux dépenses. Elle a répondu honnêtement que oui, elle le faisait. Elle s'est penchée, me donnant un rapide baiser sur la joue, me disant qu'il y avait des restes dans le frigo. Elle pourrait être en retard, donc je ne devais pas l'attendre. Et avec ces mots d'adieu, elle est sortie. Pendant un certain temps, j'ai essayé de réprimer mes soupçons. Bien sûr. Je comprenais que Natacha était bouleversée, mais l'idée qu'elle soit impliquée avec un autre homme me semblait trop douloureuse à accepter. Après tout, nous avions un enfant et nos vies étaient profondément liées. Je me suis rassuré en me disant qu'elle ne me trahirait jamais. Je me suis tourné vers les restes dans le frigo et les ai placés au micro-ondes, espérant me distraire. Mais à mesure que la nourriture se réchauffait, mon anxiété augmentait. Désespérément accroché à l'espoir qu'elle s'amusait simplement avec des collègues, j'ai essayé de me convaincre. Pourtant, au fond de moi, le doute s'insinuait. Déterminé à trouver des réponses, je suis allé à mon ordinateur et j'ai cherché des informations sur le service de taxi. J'ai rapidement composé le numéro de la compagnie. Et quand le répartiteur a répondu, j'ai demandé d'urgence des informations sur l'emplacement du taxi qui venait de quitter mon adresse. À ma surprise, la personne a facilement fourni l'information. La destination où Natacha avait été emmenée était le plateau à Oss-sur-Elmhurst-Road. Je connaissais très bien l'endroit. Natacha et moi y étions allés plusieurs fois. C'était un restaurant romantique avec des coins intimes et faiblement éclairés. Ce n'était pas le genre d'endroit que l'on choisissait habituellement pour traîner avec des amis. C'était plutôt le cadre idéal pour que quelqu'un séduise son compagnon. Alors que la sonnerie du micro-ondes retentissait, un nœud s'est formé dans mon estomac. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que Natacha pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. J'avais toujours cru que dans les moments difficiles, les maris et les femmes devaient se soutenir mutuellement. Et non se retourner l'un contre l'autre. C'était dévastateur de penser que ce n'était pas toujours le cas. J'ai brièvement envisagé d'aller moi-même chez Plateau. L'établissement avait 2 entrées séparées. L'une menait au salon et l'autre au restaurant. Cela me permettrait d'observer discrètement. Avec détermination. Je suis entré par le salon, en contournant le bar. Mon attention était uniquement portée sur la section du restaurant. En entrant, la scène devant moi m'a fait rater un battement de cœur. Elle était là, ma femme, assise à une table avec un autre homme. Natacha me faisait face. Discutant avec lui autour d'amuse-gueule et d'une bouteille de vin.
La colère a déferlé en moi. Sans hésitation, j'ai marché agressivement vers leur table. Et bien que je ne sois qu'à une courte distance, l'homme a semblé sentir ma présence. Il a hésité, relevant la tête et a rencontré mon regard. Sa confiance a visiblement vacillé, remplacée par de la nervosité. Je me suis arrêté à quelques pas. Natacha s'est retournée pour voir ce qui avait attiré l'attention de son compagnon et a prononcé mon nom avec surprise, demandant ce que je faisais là. Je ne me suis pas retenu. Mes mots dégoulinaient de mépris alors que je disais que j'étais venu rencontrer ses amis, fixant l'homme du regard. Et qui était celui-ci? L'homme, déconcerté, s'est lentement levé. Avant qu'il ne puisse dire un mot, j'ai interrompu. Mon ton sec et menaçant, exigeant de savoir pourquoi il était là. Il savait parfaitement qu'elle était mariée. Cela ne lui signifiait-il rien? J'ai laissé échapper un rire amer, demandant s'il laissait une traînée de bave derrière lui lorsqu'il rampait. Il s'est figé, incertain. Tiraillé entre se lever complètement et se rasseoir. Natacha est rapidement intervenue, me suppliant de ne pas faire de scène. C'était Jérôme, son collègue. Puisque j'avais hésité à la sortir, il avait gentiment proposé de l'inviter à dîner. Il essayait juste d'être gentil. Je me suis tourné vers elle, mon déplaisir évident, lui disant de ne pas me raconter de bêtises. Il n'était pas gentil. Il était juste intéressé par une relation intime avec elle. En regardant à nouveau Jérôme, j'ai remarqué qu'il n'avait aucune intention de contester ma déclaration. Au lieu de cela, il s'est tranquillement rassis. Ma voix est devenue ferme et froide alors que je lui disais que s'il faisait un seul geste de plus vers ma femme, il aurait affaire à moi. Sa soirée était terminée. Je me suis tourné vers Natacha et lui ai dit que nous partions. Elle a hésité mais a finalement choisi de ne pas me défier. Elle s'est excusée auprès de Jérôme en se levant, alors que je la conduisais vers la sortie. J'avais l'impression que tous les yeux du restaurant étaient rivés sur nous. Le silence a rempli la voiture pendant que je nous ramenais à la maison. Mais dès que nous sommes entrés dans la maison, l'atmosphère a complètement changé. J'ai demandé à Natacha d'expliquer ce qui venait de se passer. Ma voix tendue par la frustration. Avait-elle soudainement décidé que je n'étais plus digne d'être son mari? Elle a soupiré défensivement, disant qu'elle voulait juste sortir de la maison et s'amuser pour changer. Je l'ai pressée, lui demandant qui était exactement ce Jérôme et depuis combien de temps elle le voyait. Son expression s'est durcie alors qu'elle répondait sèchement qu'il n'était qu'un collègue, qu'ils avaient dîné quelques fois ensemble. Rien d'autre. Elle lui avait dit que notre relation n'était plus ce qu'elle était, et qu'elle regrettait de ne plus sortir. Il avait proposé de l'inviter à dîner et à danser. Et elle avait accepté. C'était tout. Sa tentative de minimiser la situation n'a fait qu'accroître ma colère. Je lui ai dit que c'était inacceptable. Son attitude a changé et, d'un ton sarcastique, elle a demandé ce que j'allais faire. La battre pour ça. J'étais stupéfait. Je ne m'attendais jamais à ça de sa part. Je lui ai dit que je croyais que notre mariage était plus fort que ça. Ma voix teintait de déception. Nous traversions une période difficile et c'était ainsi qu'elle réagissait. Était-elle prête à abandonner le navire? Elle a rétorqué avec défi, demandant qui avait dit quoi que ce soit d'abandonner. Elle travaillait sans relâche tous les jours et méritait de s'amuser parfois. Si je ne voulais pas l'accompagner, pourquoi refuserait-elle quelqu'un qui le ferait? J'ai crié, parce que tu es ma femme. Bon sang. Nous étions censés travailler en équipe. Mais elle est restée silencieuse, son expression se moquant de mes paroles. Sa réaction m'a profondément blessé. J'ai demandé si c'était tout ce qu'il me restait. Être marié à une femme à qui je ne pouvais pas faire confiance. Devais-je constamment m'interroger sur son emplacement et ses actions? J'ai exigé de savoir quelles étaient ses intentions pour le reste de la soirée. Avait-elle l'intention de coucher avec lui? Sa réponse fut sèche et défensive. Bien sûr que non. En regardant la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant près de 2 décennies. J'ai été submergé par un sentiment de malaise. Pour la première fois, je doutais de sa fiabilité. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la croire, ma voix pleine d'incrédulité. Elle m'avait menti, affirmant qu'elle passait du temps avec des amis. Elle ne se souciait même pas que je doute de ses paroles à l'époque, alors pourquoi devrais-je lui faire confiance maintenant? J'ai continué,
mon ton ferme, disant, oui, cette dernière année a été difficile. Mais une femme devrait soutenir son mari. Se souvenait-elle des vœux que nous avions échangés à l'hôtel? Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la santé? À ce moment-là, ces vœux me semblaient creux. Pour la première fois, j'ai ressenti une clarté totale. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, notre mariage est terminé. Elle m'a regardé, stupéfaite, avant de ricaner. Sa moquerie avait maintenant une pointe verbale alors qu'elle me disait de ne pas être ridicule. Nous avions des difficultés financières. Tu te souviens? Je ne pouvais pas me permettre un avocat, encore moins un divorce. Pour être honnête, je ne pouvais même pas me permettre de déménager, dit-elle froidement. Bien que j'ai eu envie de répondre par une réplique cinglante, je me suis retrouvé sans voix. Stupéfait par son mépris flagrant à mon égard. Il est devenu douloureusement évident qu'elle ne m'aimait plus ni ne me respectait. Après près de 2 décennies, mon mariage s'était effondré en un seul instant inattendu. Malgré les larmes qui menaçaient de me submerger. J'ai été saisi d'une colère brûlante. Sans dire un mot, je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire mes valises avec détermination. Natacha, après un certain temps, est finalement montée, sa voix sèche et accusatrice. Exigeant de savoir ce que je faisais. J'ai répondu sèchement que je ne pouvais peut-être pas lui payer le dîner, mais il semblait qu'elle n'hésitait pas à passer la nuit dans un motel. Une explosion de frustration s'est échappée de ses lèvres. Et elle a quitté la pièce en furie. J'ai continué à faire mes valises, ma résolution inébranlable. Riverside Automotive, où je travaillais, avait délocalisé une grande partie de sa production à l'étranger, bien que certains biens soient toujours fabriqués en interne. À côté du bureau, il y avait une usine compacte équipée d'une spacieuse salle de douche où les employés pouvaient se rafraîchir. La réception du bâtiment de bureau avait même un canapé confortable, et à ce moment-là, ces modestes commodités étaient tout ce dont j'avais besoin. Quand je suis descendu avec ma valise, Natacha était dans la cuisine. Elle m'a interpellé dès qu'elle a entendu la porte s'ouvrir, mais je l'ai ignorée. Je ne voulais pas entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai rapidement jeté mes vêtements dans la voiture et je suis parti, sans me retourner. Environ 1 kilomètre plus loin. Mon téléphone a interrompu le calme inconfortable avec un appel entrant. Comme je portais ma ceinture de sécurité et que le téléphone était hors de portée, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Une fois arrivé sur le parking du bureau, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai écouté le message. M'attendant à des excuses larmoyantes ou à des supplications désespérées. À ma surprise, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Elle a commencé par dire que mon comportement ressemblait à celui d'un enfant. Son ton dédaigneux. Elle avait clairement indiqué qu'elle n'avait aucune intention d'avoir une relation intime avec Jérôme, et elle maintenait sa parole. Ma réaction, exigeant de la ramener à la maison comme ça, était inattendue et tout à fait inappropriée. Ces mots m'ont piqué. Mais je ne les ai pas laissés me décourager. J'ai pris quelques affaires nécessaires dans ma voiture et je me suis dirigé vers la salle de pause. Au travail? Je ne voulais pas rendre mes problèmes personnels publics. J'ai donc essayé de rester discret. Je me suis réfugié dans la salle de pause et j'ai allumé la télévision. Espérant me distraire. Mais mes pensées ne cessaient de courir. Que se serait-il passé si je n'étais pas allé au restaurant ce soir-là? Natacha serait-elle rentrée après avoir dansé? Ou serait-elle restée dehors plus longtemps? Peut-être même serait-elle allée plus loin? Je ne pouvais pas savoir avec certitude, mais mes soupçons persistaient. Jérôme ne me semblait pas du genre à abandonner facilement. J'ai renoncé à essayer de regarder la télévision, incapable de me concentrer. Au lieu de cela, j'ai mis un réveil pour me lever tôt, sachant que je devais me doucher et m'habiller avant l'arrivée des ouvriers de l'usine à 7 heures du matin. Alors que je m'allongeais sur le canapé inconfortable. J'ai réfléchi à mes prochaines étapes. Natacha avait raison sur une chose. Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Encore moins un appartement. Mais son mépris pour moi et notre mariage n'a fait que renforcer ma détermination. Je refusais d'admettre ma défaite ou de rentrer chez moi avec honte. À ma grande surprise, le réveil m'a tiré du sommeil le lendemain matin. Et j'ai été choqué de voir à quel point j'avais bien dormi. Après avoir pris une douche et m'être habillé, j'ai décidé de m'offrir un petit déjeuner chez Denny's. Alors que je sirotais ma 4e tasse de café. Une réalisation soudaine m'a frappé comme la foudre.
Une solution simple à mon problème. Je ne pouvais pas croire que je n'y avais pas pensé avant. Debout sur le parking, j'ai rapidement pris mon téléphone et pris une photo. Une fois de retour à mon bureau, je n'ai pas perdu de temps à publier une annonce. 2 jours plus tard, j'ai décidé de prendre ma journée pour faire quelques courses. Sachant que Natacha serait au travail, je me suis rendu chez nous et j'ai fouillé le classeur, à la recherche des documents nécessaires. J'avais apporté un double des clés pour m'assurer que je pouvais entrer et sortir sans être remarqué. À midi, je me suis enregistré dans un motel et j'ai composé le numéro de Natacha. Elle a répondu rapidement, son ton teinté de sarcasme, demandant si j'avais enfin fini ma petite crise de colère. Honnêtement, cela l'étonnait que je ne puisse pas lui offrir le dîner, mais que je parvienne somehow à payer un séjour de 2 jours dans un motel. J'ai calmement interjeté qu'en fait, je n'étais pas dans un motel. Je restais au bureau. Elle a demandé, incrédule, à propos du bureau, et j'ai confirmé. Ils avaient une douche, un canapé confortable et même une pièce avec une télévision. Tous les conforts de la maison, ai-je ajouté. Son incrédulité était évidente. Mais elle a rapidement retrouvé son calme, répondant avec condescendance que c'était complètement absurde. Elle m'a supplié de laisser tomber mon entêtement et de rentrer à la maison. Je lui ai dit au téléphone que j'avais clairement indiqué que notre mariage était terminé. Je l'appelais seulement pour l'informer que j'avais besoin d'emprunter sa voiture. Elle a demandé ce que je voulais dire. Ce qui était arrivé à ma voiture. Sa voix teintait de confusion. J'ai dit sèchement que rien ne s'était passé. Sa voiture fonctionnait juste mieux que la mienne. Il y a eu une brève pause pendant qu'elle essayait de comprendre mes mots. Elle a finalement demandé ce que j'essayais de dire. Je lui ai dit calmement que j'avais vendu ma voiture et que j'en avais retiré 18 800 $. Cela me donnait assez d'argent pour engager un avocat de divorce et verser un acompte sur un condo. Mais comme j'étais dans la vente, j'avais besoin d'une voiture, alors j'avais emprunté la sienne. Ce jour-là, j'étais allé à la maison et j'avais pris mon permis et les doubles des clés des 2 voitures, y compris la sienne. Son halètement d'incrédulité était audible alors qu'elle s'écriait que j'avais pris sa voiture, demandant ce qu'elle était censée faire pour se déplacer. J'ai dit fermement que puisque les 2 voitures étaient enregistrées à mon nom, j'avais tout à fait le droit de les utiliser. Elle ne devrait pas s'inquiéter. Je n'avais rien pris d'injustifié. De plus, toutes les factures de ce mois avaient été payées. Si elle s'en tenait à son budget, elle devrait avoir assez pour la nourriture et le transport. Et si elle manquait d'argent? J'étais sûr que Jérôme serait heureux de lui offrir le dîner, à condition qu'elle remplisse ses souhaits. Elle a laissé échapper un soupir lourd, me demandant de reconsidérer mes actions. Elle n'aurait jamais pensé que je descendrais à ce niveau. J'ai répondu qu'elle m'avait trompé. Était allée secrètement à un rendez-vous avec un autre homme, m'avait traité avec mépris et n'avait montré aucun véritable remords lorsque je l'avais confrontée. Il était évident qu'elle ne m'aimait ni ne me respectait. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Nous avions eu une bonne relation quand les temps étaient faciles, mais nous nous étions mutuellement laissés tomber quand les choses devenaient difficiles, a-t-elle admis, sa voix brisée. J'ai été surpris de l'entendre sangloter à l'autre bout du fil, mais cela n'a rien changé pour moi. J'ai continué fermement, lui disant que la maison était enregistrée à nos 2 noms. C'était la seule propriété de valeur qui nous restait et elle devait être vendue immédiatement. Elle a écouté incrédule, demandant si la vente de la maison était vraiment nécessaire. J'ai expliqué que nous avions réussi à rattraper les paiements hypothécaires, mais que je ne pouvais plus me permettre de garder la maison, et qu'elle ne pourrait pas non plus couvrir les mensualités. Malheureusement, elle devait être vendue d'urgence. Après avoir fait les calculs, j'ai estimé que chacun de nous obtiendrait environ 50 à 60 000 $. Avec cet argent, elle pourrait s'acheter une voiture d'occasion décente et trouver un appartement. Elle a supplié, disant qu'elle ne voulait pas divorcer, demandant si nous ne pouvions pas en discuter davantage. J'ai répondu froidement que ses souhaits n'étaient plus une priorité. Elle devrait contacter un agent immobilier, ou préférerait-elle que je m'en occupe? Natacha se tenait devant la maison, regardant le ciel couvert. Les cris lointains des oies qui volaient vers le nord lui rappelaient que le printemps approchait. Naviguant prudemment à travers la neige fondue, elle se dirigea vers sa vieille Honda, prête à se rendre à Starbucks pour y retrouver une vieille amie. Elle était remplie d'impatience à l'idée de retrouver Pénélope. C'était un hiver typique de Chicago. Des températures basses,
de fortes chutes de neige et des routes dangereuses. Natacha avait passé la majeure partie de son temps dans son appartement ces derniers temps, ne sortant que pour le travail. Mais aujourd'hui, elle avait décidé de rompre la monotonie. Lorsque Natacha entra dans le café Douillet, Pénélope était déjà assise à une petite table d'angle, savourant tranquillement son latte. Les amis se saluèrent chaleureusement, échangeant des baisers affectueux sur la joue. Après avoir commandé un café colombien, Natacha ne put s'empêcher de rêver de meilleurs moments. Finalement, avec une tasse fumante à la main, elle retourna à la table où Pénélope la salua d'un sourire chaleureux, disant que c'était si agréable de la revoir après si longtemps. Natacha répondit avec nostalgie que oui, ça faisait bien trop longtemps, qu'elle ne sortait plus beaucoup. Pénélope dit avec une légère pointe de tristesse que c'était des temps plus simples, puis demanda comment se passaient les rencontres. Se souvenait-elle de ces fois où elle sortait avec un homme charmant qui s'occupait de tout? Natacha rit, disant que Pénélope la faisait toujours rire. C'était tout un dilemme. Elle ne pouvait pas sortir avec quelqu'un à moins de se lancer, et elle ne pouvait pas se permettre de sortir à moins d'être avec un homme. Pénélope suggéra de changer de sujet, demandant comment allaient les enfants. Natacha répondit qu'ils allaient exceptionnellement bien. Bryce avait encore un an sur son contrat, mais il pensait déjà à se rengager. Il semblait vraiment aimer ça. Pénélope hocha la tête et demanda comment allait son mari. Elle répondit que Charlie allait bien, travaillant dur comme toujours. Natacha remarqua une expression confuse sur le visage de Pénélope et la pressa, lui disant de tout déballer. Pénélope hésita, son ton plus timide maintenant, disant que ce n'était rien. Natacha insista, disant qu'elle avait le sentiment que Pénélope était sur le point de lui demander quelque chose. Pénélope dit prudemment qu'elle voulait juste savoir si Natacha m'avait vu récemment. Sans hésitation, Natacha répondit que non, pas depuis que nous avions demandé le divorce. Difficile de croire que cela faisait 2 ans. Pourquoi en parlait-elle maintenant? Pénélope hésita avant de répondre, disant qu'elle se demandait juste si elle devait partager cette information, mais elle pensait qu'il valait mieux que Natacha l'entende d'une amie. Natacha demanda avec inquiétude si j'allais bien. Pénélope la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter, que j'allais bien, qu'elle m'avait croisé récemment et que nous avions discuté. Natacha la pressa de ne pas la faire attendre, lui demandant quelle était la nouvelle. Pénélope soupira et lui dit de se préparer. Je me remariais. Les mots ont frappé Natacha plus fort qu'elle ne l'avait prévu, même si elle savait que notre relation avait pris fin il y a longtemps. Les larmes ont monté à ses yeux, et sa voix portait une profonde tristesse alors qu'elle disait doucement que j'étais vraiment un homme incroyable, baissant son regard. Réfléchissant à notre passé, Natacha prit une gorgée de café et admit qu'elle m'aimait sincèrement. Vraiment. Mais le fardeau des factures insupportables et toutes les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés l'avaient fait sombrer dans l'apitoiement. À l'époque, elle s'était laissée consumer par des désirs égoïstes, essayant juste de se distraire de leurs problèmes. C'était une énorme erreur. Pénélope est restée silencieuse, écoutant attentivement. Natacha a continué, disant « J'avais raison à bien des égards. J'avais travaillé sans relâche pour nous assurer de ne pas tout perdre, mais son égoïsme avait obscurci son esprit. Elle voulait que tout s'aligne avec ses désirs, et quand ce n'était pas le cas. Elle avait laissé le ressentiment prendre le dessus. Elle se souvenait quand j'avais suggéré de passer un week-end au zoo. Juste quelque chose de simple, mais elle l'avait balayé. Elle voulait passer la nuit en ville à la place. C'était si injuste de sa part. Natacha marqua une pause, sa voix tremblante, disant que, étonnamment, j'avais aussi eu raison à propos de Jérôme. Je lui avais demandé cette nuit-là si elle prévoyait de coucher avec Jérôme, et bien sûr, elle l'avait nié. Mais la vérité était qu'elle avait bien l'intention de le faire. N'était-ce pas ironique? Si elle pouvait revenir en arrière et tout refaire, elle gérerait tout différemment. Elle hésita un instant avant de demander si je vivais toujours dans ce petit appartement que j'avais acheté. Pénélope répondit prudemment que non, j'avais déménagé il y a un bon moment. Elle devina que personne ne l'avait informée. Natacha demanda quelles étaient les dernières nouvelles, plaisantant faiblement que je n'avais pas gagné à la loterie, essayant de masquer sa tristesse. Pénélope secoua la tête, disant « Non, rien de tel, mais j'avais réussi à retrouver mon ancien poste chez Précision Fastener Solutions. » Cela s'était produit quelque temps après que notre divorce ait été prononcé. Elle pensait que l'entreprise avait commencé à perdre des clients après mon départ, et finalement il m'avait contacté et m'avait demandé de revenir. Après quelques négociations, j'avais accepté.
Et devine quoi, dit Pénélope. Je gagnais plus d'argent maintenant que jamais auparavant. Natacha resta assise tranquillement alors qu'une seule larme coulait sur sa joue. Pénélope regretta immédiatement d'avoir partagé la nouvelle, disant doucement qu'elle était désolée, qu'elle n'aurait rien dû dire. Natacha secoua la tête et offrit un triste sourire, lui disant non, ce n'était pas sa faute. C'était la sienne. Elle ne pouvait même pas expliquer combien de nuits elle s'était couchée en pensant à moi. Elle avait prié pour que ces 2 dernières années ne soient qu'un terrible cauchemar et qu'elle se réveille pour me trouver allongé à côté d'elle. Mais chaque matin, elle ouvrait les yeux et la réalité la frappait de nouveau. Prenant une serviette, Natacha essuya doucement les larmes de son visage. Elle dit sincèrement qu'elle était vraiment heureuse pour moi. Si Pénélope me revoyait, elle lui demanda de bien vouloir me le dire. Pénélope répondit avec sympathie que bien sûr, elle le ferait. La conversation changea et les 2 amis commencèrent à discuter de sujets plus légers. Quand vint le moment de partir, Natacha fit semblant que tout allait bien. Mais dès qu'elle monta dans sa voiture, loin des yeux de Pénélope, les émotions qu'elle avait retenues la submergèrent. Seule dans sa voiture, elle s'effondra et pleura, incapable d'arrêter la vague de tristesse qui la consumait. La réalité de ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait gâché par son propre égoïsme et ses mauvaises décisions, s'abattit sur elle comme un raz-de-marée. Elle resta assise là, sur ce parking, agrippant le volant, réalisant que la vie qu'elle avait autrefois, l'homme qui l'aimait inconditionnellement, était parti pour toujours. Et c'était entièrement de sa faute.